Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais roman. Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'après-ski, une émission un peu spéciale consacrée aux championnats du monde de ski alpin qui ont commencé ce mardi. Sophie, Greg et Johan sont du voyage, donc j'ai le plaisir d'accueillir Laurent, un acolyte de Ski Actu. Salut Laurent. Bonsoir à tous et quelle émission ce soir puisqu'on va vivre une émission spéciale consacrée aux championnats du monde de Svalbard qui ont débuté donc et on a l'occasion pour cette occasion là en particulier d'accueillir deux skieurs de Coupe du Monde, deux habitués de la Coupe du Monde avec Arnaud Boisset et Tanguy Neves. Salut messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc deux personnalités du cirque blanc qui nous rendent visite et avec lesquelles on se réjouit de passer la soirée. On passe au débrief tout de suite avec toi Marine. Effectivement, les courses du week-end et plutôt de la semaine, malheureusement, les courses du week-end des hommes n'ont pas eu lieu à Garmisch en raison des conditions météo. Du côté féminin, le slalom de Courchevel s'est bien passé. Camille a fini à la 5e place, un résultat qui lui permet de garder le dossard rouge de la discipline. Arnaud, selon toi, c'est plus dur d'avoir cette régularité en discipline technique comme le slalom ou en vitesse ? Ouf, c'est une question difficile pour une première question ça. Moi en tout cas, le slalom, je trouve que c'est impressionnant parce que il y a tout qui se passe très vite en fait. On a vu, on voit les meilleurs du monde qui, ça leur arrive d'enfourcher, ça leur arrive de se tromper un petit peu de réglage et puis finalement ça prend presque pas la deuxième manche des fois. Donc je pense que c'est pas facile et puis c'est très impressionnant ce qu'elle a fait Camille. J'ai eu un petit peu peur parce que la première manche un petit peu moins bien mais après elle s'est bien rattrapée sur la deuxième. Wendy Holder est-elle sortie en deuxième manche malgré un retour en force ces dernières semaines? Voilà, une sortie en deuxième manche, on sait que c'est des choses qui arrivent. Tanguy, quand on est sur le podium provisoire, c'est plus difficile dans la tête à gérer pour jouer une deuxième manche. Bon, ça dépend, je pense que moi j'ai eu des problèmes parce que c'était tout qui était assez nouveau et tu te mets beaucoup de pression. Je pense que Wendy par rapport à ça elle a un peu plus d'expérience. Une anecdote intéressante, c'est vrai que j'ai fait 4e à Wengen et en deuxième manche, les gens qui étaient autour de moi, si tu regardes sur le papier, ils avaient un peu plus à perdre, ils avaient un peu moins à perdre que moi. Moi, je dois rentrer, je dois faire des points, je dois arriver à l'arrivée. Les gars qui visent le podium et la gagne, ils peuvent vraiment prendre beaucoup plus de risques. Du coup, par rapport à ça, c'est un peu aux athlètes de jauger. Et puis on a quand même vu que le slalom de Courchevel c'était quand même une deuxième manche assez plus technique que ce qu'on a peut-être l'habitude de voir. Et puis du coup c'est des choses qui arrivent en slalom. Voilà, cette première semaine, elle est dédiée aux disciplines de vitesse avec le Super G, avec les descentes. Voilà, au sein de la délégation suisse, bien sûr, Mallory Blanc va vivre son premier grand rendez-vous chez les grands. Ce sera jeudi et samedi. Jeudi pour le Super G, samedi pour la descente. On imagine, Johan et Greg, qui est sur place, son impatience d'enfin lancer sa compétition. Alors Mallory, qu'est-ce que ça fait d'être dans les championnats du monde des grandes ? Pour être honnête, ça fait un tout petit peu peur quand même. Non, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Après, c'est chouette de passer. Ça me fait rire parce que finalement, je suis passée de junior à élite en un an. Donc c'est assez chouette. Et puis non, j'essaie de prendre ça comme une super expérience. Et puis je m'amuse bien pour l'instant. Il y a une année, tu étais au championnat du monde junior. Si on t'avait dit que dans une année, tu serais là avec tous ces médias, toutes ces demandes, qu'est-ce que tu nous aurais répondu ? Non, mais je crois que au championnat du monde junior l'année passée, je ne m'attendais pas du tout à tout ce qui allait arriver par la suite, même le genou et ça. Donc je crois que non, mais j'aurais jamais cru, même encore. Non, franchement, au début de la saison, j'aurais jamais pensé. Donc c'était vraiment une super bonne surprise. Et puis
Et puis ouais, une grande chance que je prends volontiers. Ça faisait peur de devoir parler à autant de médias en allemand avant ces championnats du monde. Ouais, t'as l'impression d'être un peu une rockstar. T'arrives là, tu te poses, il y a 40 micros. Une rockstar ou une star de foot? Je suis pas encore sûre. Mais non, c'est vrai que c'était hyper impressionnant. J'ai dû un peu m'échauffer au début, puis après ça a été. Et puis sinon, bah voilà, pilotage automatique et puis ça va. Tu as fait une petite pause là ces 2 dernières semaines. Tu as ressenti un peu ton genou. Comment tu vas? Maintenant ça va mieux. Non, c'est vrai que j'étais un petit peu surprise de ressentir mon genou assez tôt dans la saison. Puis après, on m'a dit que non, c'était quand même normal. Parce que voilà, j'ai quand même un genou qui a été blessé. Donc j'ai dû écouter mon corps et puis aller rentrer à la maison un petit coup en Valais, ça fait du bien aussi. Et puis j'ai pu vraiment investir ce temps finalement en condi, physio et puis vraiment laisser le ski de côté. Puis là on a eu du coup 3 bons jours d'entraînement à Interride et puis je me suis rendu compte que c'était vraiment payant ce choix et puis je suis très contente d'avoir pris cette décision. Tu connais un peu ces pistes ici ou pas du tout? Ça va être la découverte. Comment tu te sens vraiment avant ces championnats du monde et avec quel objectif? Non, je connais pas du tout. J'essaye de me rappeler l'année passée quand j'étais depuis mon canapé et puis que je regardais la course à la télé. Mais ouais, non, je verrai ce soir. Bon, déjà, on a une analyse vidéo pour voir un peu le tracé et ça. Et puis sinon, ça va être comme les autres courses, quoi. Je vais arriver demain matin, reco, et puis on verra un petit peu le plan sur le moment. Mais non, je crois que c'est cool aussi d'arriver un petit peu avec cette fraîcheur puis de dire bon j'y vais à la cool et puis on verra ce qui se passe. Puis c'est comme ça que je vais faire pas mal de courses cette année parce que c'est beaucoup de courses que je connais pas, des pistes que je connais pas. Donc ça va être hyper intéressant puis je me réjouis déjà. Tu débarques à la cool, mais avec des ambitions quand même, on imagine. C'est difficile de te projeter chaque fois. Non, en fait, c'est sûr que d'une fois qu'on a fait quelque chose, c'est sûr qu'on se dit bon, voilà, c'est possible de le refaire, sûrement, puisque je l'ai fait une fois. Et puis après, on se rend vite compte que finalement, moi, je sais qu'en fait, ça marche pas dans ce sens-là. Si je pense d'abord au résultat, puis ensuite au ski, il y a un truc qui cloche, qui va pas. Donc, je vais vraiment essayer d'abord penser à mon ski, le faire de manière la plus simple possible, sans penser trop à ce qu'il y a autour, parce que ça va être assez stressant et puis perturbant, parce que c'est pas le même contexte que d'habitude. Mais je vais essayer de rester pareil et puis moi-même, puis on verra si je vais réussir parce que ça va pas être facile. Et tu seras pas trop perdu ici, tu es en chambre avec Delphine d'Arbolay, c'est juste? Ouais, j'ai appris ça hier en fait, c'était hyper cool. Puis non, c'est marrant parce que du coup on était à Saint-Quentin, je sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, l'année passée il y a 2 ans maintenant. Exact, on était en chambre ensemble, donc c'est assez chouette d'être ici dans la cour des grands de nouveau en chambre ensemble, c'est chouette, et puis je suis hyper contente qu'elle soit là. Ouais. Il y a un truc qui est prévu avec ton fans club, peut-être durant ces championnats du monde? On attend vraiment un soutien ici? Ici, non, il y a mon mini fans club de toujours qui vient, ma famille proche. Et puis sinon, à la maison, ils vont faire un peu la fête, j'espère quand même. Non, il y a quelque chose qui est prévu ce week-end dans mon village, mais ils sont cool, ils me disent pas trop pour pas que j'aille trop de stress, parce que moi j'ai envie de bien faire pour eux aussi, quoi. Donc je suis contente de pas tout savoir non plus. Mais je sais que samedi, ils vont se réunir, et puis je sais qu'il y aura pas mal de vin et puis du bon fromage. En parlant de vin, tu as offert une bouteille de rouge à Federica Brignone. Ah ouais, raconte-nous cette histoire. Non, alors c'est parti du champagne en fait à Saint-Quentin. Moi j'ai regardé à la télé et tout, je me suis dit bon ça y est, c'est mon moment, je fais péter la bouteille de champagne et puis là ça part à une de vitesse, à une de puissance, puis je lui fous dans le visage, puis je dis putain, par après elle était trempe quoi. Je me suis dit bon c'est quand même pas très classe. Et puis je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour m'excuser quoi, ou bien pour lui faire plaisir autrement. Et puis du coup je lui ai offert une bonne bouteille du Valais que j'ai dit que j'ai marqué en italien, j'ai cherché sur Google Traduction, j'ai cherché pour boire et pas pour arroser. Et puis l'idéal ce serait pour arroser avec Fédé cette semaine sur un podium alors. Ça serait magnifique, mais dans le sens inverse cette fois-ci, ce serait moi sur la plus grande marche. Non, ce serait un rêve fou et puis je pense que ce serait de nouveau inattendu. Bon, on sait jamais à quoi s'attendre finalement, donc on verra bien. Bon, en tout cas on te souhaite le meilleur et puis on va suivre ça depuis le Valais. Et on va le sur le plateau, c'est ça? Il nous reste 8 émissions, tu repasses encore d'ici la fin? Si on m'invite, si on aime m'inviter, donc avec plaisir, merci. Alors bonne chance, bonne course. Merci, allez, à tous. À toute l'équipe. Alors certes, Mallory Blanc a explosé au grand jour. Arnaud, tu penses qu'elle peut créer la surprise à Svalbard? Pourquoi pas, hein, si elle skie comme elle a skié là sur les dernières courses. Si elle se pose pas de questions comme elle sait le faire, pourquoi pas. Après, il faut juste pas qu'elle se mette de pression, il faut vraiment qu'elle prenne ça comme bonus parce que je pense pas que c'était son objectif au début de l'année d'être à Svalbard et puis ou de viser les médailles quoi. Donc voilà, il faut prendre vraiment tout ça comme une expérience bonus pour la suite et puis on verra ce que ça peut donner. Tanguy, toi aussi tu es arrivé en Coupe du Monde en réussissant directement un très très bon résultat. Oui, alors quand même, bien sûr. Oui, après elle a fait un podium. On est d'accord. Comment on fait pour réussir à directement se mettre dedans et directement enchaîner ensuite?
Bah, c'est là que ça devient compliqué. Je sais pas si Arnaud peut peut-être en parler aussi. Il a fait une très bonne première saison en Coupe du Monde. On voit déjà que la deuxième c'est déjà différent. C'est difficile de rester au top. Moi j'ai une bonne saison cette année. Là, ça veut pas dire que ce sera le cas la saison prochaine. Moi quand je suis arrivé, tout était nouveau et j'ai appris beaucoup de choses depuis. Voilà, je crois que c'est la 6e saison. Et c'est clair que maintenant je suis au départ, je sais un peu plus déjà comment je m'appelle. Et ça c'est des choses importantes, surtout quand il y a pas mal de pression qui sont sur les épaules. Allez, on revient un tout petit peu sur ces championnats du monde et sur cette première semaine consacrée à la vitesse. Arnaud, on aurait voulu t'y voir, hein, évidemment, à Saalbach. On rappelle, en plus, tu as participé au final l'année passée, 3e incroyable de ce Super G, premier podium en Coupe du Monde. On a une équipe de Suisse complètement incroyable cette saison en descente, en vitesse. On commence à parler d'un triplé, d'un éventuel triplé. Toi, t'y crois ? Ouais, je sais pas s'il faut être trop gourmand. Après, évidemment qu'il y a des attentes parce que voilà, il y a des très bons résultats. Après, il faut pas toujours trop en vouloir non plus. Je pense que s'il y a des médailles, ça serait très bien. Et puis, s'il y a des titres, ça sera génial. Et puis, voilà, il faut quand même un gros coup du destin pour qu'il y ait un triplé ouais, bon, en descente, ils seront 5 coureurs au départ. Mais il y a beaucoup d'autres coureurs très forts, d'autres nations au départ. On parle d'une équipe forte, notamment avec Marco Odermatt, Loïc Meillard, Lara Goudberami, Camille Rast qui sont aux avant-postes. Est-ce que la Suisse est prête à tout rafler ou justement on les attend peut-être trop et il risque d'y avoir des surprises, selon vous? Je crois qu'il y a une statistique de podium, c'est 93% des possibilités de Ouais, je crois que c'est ça, en parcours. effet. Je crois qu'il y a eu des podiums. Donc il y en a eu beaucoup, c'est clair. Et l'équipe de Suisse, elle est au top de sa forme. Je pense qu'il y a aussi, en vitesse notamment, chez les femmes, chez les hommes, il y a quand même pas mal de gens qui sont blessés aussi. Donc malheureusement, il y a Ça moins fait de la Suisses place. blessés que des autres nations, on a l'impression. Et du coup, c'est un peu peut-être aussi pas plus facile. C'est toujours difficile, mais on verra. C'est aussi les championnats du monde. C'est des courses d'un jour. Il y a toujours les Américains qui peuvent sortir de nulle part. Et puis des gens qui sont juste là pour gagner. Donc souvent on s'attend à beaucoup de choses, mais ces grands événements, c'est toujours plein de surprises. C'est une piste que tu connais, du coup, que tu as pu emprunter la saison dernière. Je crois que le tracé est un petit peu différent parce que l'année passée, ça passait sur la piste des dames et sur la piste des messieurs ensuite, ou l'inverse, je ne sais plus exactement. C'est une piste qui peut convenir à nos gars cette fin de semaine. Ouais, bien sûr, ils ont gagné sur toutes les pistes depuis le début de la saison, donc il n'y a pas vraiment une piste type pour les Suisses, je pense. Par contre, je pense que chaque athlète a ses préférences, et puis c'est clair que voilà, qu'un Fragno a des qualités qu'un Alexis ou bien qu'un Rogentin n'a pas, et puis du coup, je pense que ça sera très intéressant de voir comment ça se passe. Effectivement, l'année passée, nous, on était un petit peu sur la piste des dames. Là, la piste des hommes est un peu plus engagée, ça part surtout la première partie. Donc ça, par exemple, ça parle en faveur d'un Odermatt ou d'un Fragno, je pense, voire d'un Alexis selon le revêtement. Et puis on verra ce que ça donne. L'année passée, Rogentin avait gagné l'entraînement de la descente des finales, après qui a été annulé finalement. Donc il y a beaucoup de boss, il les travaille très bien ces boss, donc à voir. Ouais, Ça Stéphane sert à rien de gagner les entraînements, non? Non, mais je dis, c'est la dernière fois qu'on a eu quelque chose de représentatif sur cette D'accord, piste, quoi. Alors, Stéphane Rogentin qui sera donc en qualification pour la descente a priori avec Marco Kohler et Lars Rösti pour rejoindre le contingent helvétique. Arnaud, tu le disais, tu seras malheureusement pas à Saalbach. Par contre, il y a quand même un programme bien chargé pour ces prochaines semaines, avec notamment des entraînements à Crans-Montana en fin de semaine, c'est ça? Ouais, pour ma part, après Kitzbühel, on a décidé de faire un pas en arrière, de reconstruire avec la condition physique, et puis ensuite revenir, d'avoir des kilomètres sur les skis, c'est ce qui me manque actuellement. Et donc je vais pouvoir m'entraîner à Crans-Montana, et après, si tout se passe bien, il y a les Coupes d'Europe, et puis après, il y aura les Coupes du Monde. Donc le but, en fait, moi, c'est mon petit projet Crans-Montana sur ces 3 prochaines semaines, et puis d'arriver au top pour un retour au premier plan, j'espère. On s'est quitté sur cette chute à Kitzbühel, malheureusement. Voilà, sans trop de dommages, en tout cas physiques a priori. Juste comment tu vas maintenant, rassure-nous, tout est bien, tu es prêt à reskier, à reprendre un départ sur une piste de Coupe du Monde?
Non, ça va bien, merci beaucoup. Après, voilà, c'était quand même un gros choc. C'est pas cool de tomber à 130 km/h. Et puis, j'ai eu de la chance de rien avoir. Je crois que je l'ai vraiment échappé belle. Du coup, je relativise beaucoup par rapport à ça. Après, ben, il y a encore pas mal de schémas dans la tête, des blocages au niveau du courage qu'il faut avoir, de la confiance en soi et tout. Et c'est un gros travail de fond sur préparation mentale, mais aussi de la condition physique pour revenir au meilleur de ma forme. De ton côté, Tanguy, tu as déjà participé à des championnats du monde, à Auray en 2019. Qu'est-ce qui rend l'événement aussi spécial? De cette année ou de l'événement Des championnats du monde en général. En général, c'est vrai que la première fois que j'étais à Auray, j'étais un peu le plus jeune et j'ai un peu débarqué sans beaucoup d'attentes. Et donc c'était une expérience sympathique, vraiment sans aucune attente. Même si de mon côté je voulais bien faire. Après je savais que fallait être dans les 15 pour faire des points, et donc c'était déjà quelque chose d'assez difficile, c'est des conditions difficiles, une piste plate, et du coup j'en garde quand même un bon souvenir. Après c'est des événements que j'ai pas pu faire entre deux parce qu'il y avait trop de densité et puis j'étais pas à mon meilleur niveau, donc j'ai pas eu ma place. Et puis c'est vrai que cette année, que ce soit en Europe, la famille peut venir voir, il y aura beaucoup de monde, on sera vraiment dans le cœur, dans le bassin du ski alpin, je dirais, même certains disent la Mecque du ski alpin en Autriche. Juste le fait d'être en Autriche, pas à Saalbach spécifiquement, mais déjà être en Autriche. Et c'est clair que on voit toute l'attention qui est portée à cet événement, et c'est vraiment la vie du ski alpin. Pour toi, ça a des impacts, par exemple financiers ou même avec les sponsors ou les demandes pour les médias? Il y a des grandes différences? Je vous dirais après les 2 semaines, mais c'est clair qu'il y a beaucoup d'attention par rapport à ça. Il y a aussi beaucoup de médias, c'est clair que ces 2 semaines qui sont assez intensives. On va essayer de nous protéger, je pense, en nous préparant, concentré sur. Il y a quand même le côté sportif qui est le plus important, et du coup, je pense qu'il faut aussi prendre cette course comme une autre course, sans oublier que c'est une course d'un jour et que tout peut arriver. Mais le principal, c'est clair, c'est d'aller chercher, comme ils disent, des médailles, et puis c'est ça qui est très important, et c'est un beau challenge. Tanguy, tu le disais, tu vis ta meilleure saison en Coupe du Monde actuellement. Tu n'as plus besoin de ce top 15, de ces points. Tu es totalement dans une autre approche pour ces championnats du monde. C'est pour le dimanche 16 février, ce premier podium, enfin, on y croit? Bah ouais, pourquoi pas, hein, ça pourrait être une belle histoire. Après, comme je l'ai souvent dit, ça dépend aussi beaucoup des autres, et ça va dépendre de la journée, et de comment je me sens, et des petits détails, et que tout marche bien. Donc il va falloir aussi avoir un peu de chance, ça va dépendre des autres. Mais c'est clair que j'arrive, en tout cas, je sais que je suis au top de ma forme physiquement, je sais que mentalement ça se passe très très bien, j'ai des bonnes expériences sur lesquelles je peux m'appuyer. Et puis du coup, techniquement, ça marche aussi très très bien. Donc je construis sur ça, et je pense que j'aurai des bonnes chances, et ça va être une belle bagarre. On sait que tu as aussi cette mentalité un petit peu américaine, de par le fait que tu as notamment étudié là-bas. Ça aussi, ça peut aider. On sait que les Nord-Américains savent se transcender les jours de course lors des grands événements. Ça aussi, tu te dis peut-être que ça peut donner le déclic, tout lâcher, faire all-in. Ouais, je pense que ça m'a souvent donné beaucoup de recul sur la situation, et sur comment on approche les courses au sein de l'équipe de Suisse, parce que j'ai aussi vu comment d'autres, les Américains approchaient certaines courses, certains gros événements. J'ai eu la chance de côtoyer Andrew Weibrecht, qui était quand même double médaillé olympique, et aussi échanger avec lui et voir que il peut y avoir une autre approche, et puis on n'est pas obligé de se bloquer dans nos habitudes, je dirais, suisses, qu'on a développées pour les différentes courses, tout en faut pas oublier non plus l'essentiel. Et puis de mon côté, comme je le disais avant, Wengen, j'avais beaucoup de choses à perdre. Au championnat du monde, j'aurais beaucoup moins de choses à perdre, et du coup par rapport à ça, je vais me préparer dans cette optique là pour être complètement libéré, et pouvoir vraiment skier à fond. Bien sûr, le slalom, c'est un peu comme la vitesse, mais les enjeux sont un petit peu différents. Les fautes arrivent très vite, mais elles sont sans conséquences physiques. Par contre, elles sont sur des conséquences sportives radicales.
Vous êtes habillés pareil, hein, ou quasiment ce soir. On ne sait pas si vous vous êtes concertés avant de venir. En tout cas, vous auriez fait très probablement une belle équipe là, pour le combiné par équipe qu'on va découvrir pendant ces championnats du monde. Tanguy, tu auras l'occasion d'y participer. On parle d'une équipe avec Alexis Monet. Tu te réjouis? Ouais, à fond. Sous la forme d'Aboutat, je disais que j'aurais bien voulu faire le combiné. En fait, que j'avais rêvé de ça l'année passée quand il a fait son podium. Je me suis dit, mais en plus, il est bon sur la piste là, ça va être parfait. Je vais pouvoir repartir le slalom relax et puis viser la médaille. Mais bon, malheureusement, il peut pas être là cette année. Et puis bon, Alexis, il est en forme, donc j'espère que. Je pense que ça va être un événement sympathique et puis je me réjouis. Il faudra battre les autres équipes suisses, hein, surtout Ouais. prioritairement. Ça c'est clair que les plus gros concurrents, en tout cas déjà en vitesse, je pense que ce sera les autres équipes suisses et puis en slalom aussi. Hein. Mais pour nous c'est aussi une bonne préparation pour le dimanche parce qu'on skie sur la même piste, je crois à peu près. Ce ne sera pas les mêmes conditions de neige j'imagine, mais c'est clair que c'est une bonne préparation et un bon test pour aller chercher le curseur et la vitesse max. En parlant des championnats du monde, Greg et Johan y sont actuellement avec une consultante autrichienne sur place. Ils vont nous faire découvrir les coulisses de l'événement. Regardez. Salut l'équipe, on se retrouve ici avec la plus valaisanne des Autrichiennes, Sim Wiesgott. Alors on s'attend à une grosse ferveur populaire pour ces championnats du monde. Absolument, 150 000 personnes ici dans les tribunes pendant les 2 semaines, 15 000 personnes par jour et c'est seulement dans les tribunes, on s'attend aussi à beaucoup de spectateurs le long des pistes. Et il y a un prize money à se distribuer. Combien gagnent les skieuses et les skieurs? Alors en tout, 1,58 million répartis sur les 11 courses. Par course, ça fera à peu près 144 000 distribués entre les 6 meilleurs skieurs et skieuses. Et il y a 2 pistes, hein, pour les skieuses, une pour les skieuses, une pour les skieurs. Absolument, alors sur la gauche on aura la piste Uli Mayer, ça sera surtout les dames, et sur la droite la piste Schneekristal chez les hommes, mais toutes les courses seront terminées ici dans ce stade. Allez, on vous fait découvrir les infrastructures, les coulisses et on part tout de suite à la salle de presse. Also, Was? wie viele Journalisten gibt es heuer hier? Insgesamt. Genau. Es sind insgesamt 1000 akkreditiert, aber da sind natürlich alle dabei. Es sind eine 200, 300 schreibende Presse da mit Fotografen. Von wie viele Ländern kommen Sie? Oh, das ist schwer zu sagen, aber es sind die ganz großen Nationen sind sehr, sehr gut vertreten. Jetzt habe ich gestern auch noch eine Akkreditierungsanfrage aus den Niederlanden bekommen. Also von daher sind wir sehr international heute. Aber China gibt es auch, oder? China sollte es auch geben, ja. Wie viele Medaillen gibt es dieses Jahr für Austria? Oh, das ist schwierig, aber ich glaube, wir werden schon mehrere Medaillen machen. Also unsere Präsidentin sagt immer 6 bis 8 Medaillen, das ist das Ziel. Also mehr als die Schweiz. Oder? Das sagst du jetzt. Das ist eine Frage. Greg, tu parlais de médailles, et ben on va te présenter l'endroit où la Suisse va fêter toutes ses médailles durant ces 2 semaines, ici à Saalbach. Ah non, en fait on n'est pas à Saalbach, on est à Hinterglemm. Alors ça c'est la petite astuce. Tout le temps on dit les championnats du monde à Saalbach, mais en fait c'est Saalbach Hinterglemm, mais pour faire plus simple, ils appellent ça Saalbach, mais nous sommes bien ici à Hinterglemm. Bon, peu importe, de toute façon, la moisson suisse, on va les fêter. Et vous, l'équipe, combien vous pronostiquez de médailles? Merci Sim, merci Greg, merci Johan. On va donc vous demander, messieurs, vous, c'est quoi votre petit pronostic sur le nombre de médailles suisses d'ici 2 semaines? Moi, j'ai jamais été bon en maths. Du coup, il y a combien de courses, rappelez-nous? Alors, combien de courses? Ça fait 4 disciplines principales, plus le combiné, 5 par sexe, plus l'épreuve par équipe, ça fait 11 courses simplement. 11 courses 11 courses. Bah, 11 médailles alors. Allez, moi je dis plus qu'une médaille par course, 12. Il y a des doublés qui s'annoncent. Ouais, des doublés qui s'annoncent. Mais non, c'est une médaille, une équipe de combinée par équipe, c'est une médaille. C'est une médaille, ça compte comme une médaille. Mais ils vont pas la couper en 2, hein. Si tu la gagnes, Tanguy, rassure-toi, elle sera bien autour de ton cou. On reste sur 11 et un peu plus pour toi, Arnaud. Ouais. On reviendra sur les paris. On reviendra sur les paris, bien évidemment. Les Suisses brillent en Coupe du Monde, mais pas seulement, en Coupe d'Europe notamment. Christophe Torrent a été 2e lors du Super G d'Orsières-Merlette la semaine dernière. Arnaud, tu
penses, tu imagines que Christophe peut suivre la même voie que toi et avoir cette carrière en Coupe du Monde dans pas longtemps? Bah ouais, en tout cas, c'est trop cool parce que moi, l'année où je fais la place fixe en Coupe d'Europe, je fais mon premier podium de la saison à Orsières en Super G. Et puis Christophe, il avait fait le lendemain, je crois. Et du coup, lui, ça fait 2 ans jour il y a pour jour 2 ans. qu'il a fait son premier podium en Coupe Exactement. d'Europe. Donc, espérons que ce soit le déclic et puis qu'il puisse enchaîner parce que voilà, le classement est très serré. Et puis il reste pas mal de courses quand même en Coupe d'Europe. Alors, s'il enchaîne les podiums, il va vite remonter tout devant. Ouais. Vous allez vous retrouver la semaine prochaine sur la piste de la Nationale Acre-Montana lors des Coupes d'Europe. Il aura l'occasion de confirmer ses bons résultats. On va passer une courte page de publicité avant de passer un appel à Fanny Smith. Vivez local, banquet local. Salut Fanny Smith, comment ça va? Tu te sors d'un week-end intense à Vezona, comment c'était? Bah, il y avait beaucoup d'émotions durant ce week-end. C'était vraiment génial. Il y a eu un jour un peu mieux que l'autre, avec voilà, encore beaucoup d'émotions, avec beaucoup de personnes. Euh, et c'était un peu, voilà, fallait gérer cette Coupe du Monde à la maison. Et je suis contente d'avoir pu ramener un podium sur le deuxième jour. Ouais, c'est ça, c'est le 4e cette saison. Il y avait énormément de public. Voilà, tu as quand même beaucoup d'expérience. Comment tu as pu gérer tout ça finalement après ce début de saison? Il y a eu des hauts, des bas. 4e podium quand même, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal, mais je sais que voilà, je suis pas encore à mon 100%, si je peux le dire. Je suis toujours en train de chercher un petit peu cette confiance. Et c'est vrai qu'à Vezona, ben, voilà, la première course, ça a été très compliqué pour moi. J'ai eu de la difficulté à me mettre dedans. Et j'ai fait des erreurs que normalement je ne fais pas. Et donc voilà, et j'ai essayé de rattraper le coup sur la deuxième Coupe du Monde. Et voilà, ça a fait du bien de pouvoir monter sur la boîte et de m'être battue jusqu'à la ligne d'arrivée. Ouais, il y a eu cette finale assez folle sur cette piste de l'ours tant compliquée avec ce dernier coup de rein dans la dernière ligne droite. Ça, c'est le genre de courses qui peuvent donner la confiance pour la suite de la saison. Oui, alors oui, c'est vrai que voilà, mon début de saison était un petit peu compliqué. Un début à Val Thorens où ça s'est plutôt bien passé, j'étais confiante. Je sais que mon matériel fonctionne, que j'ai eu une bonne préparation cet été. Et ensuite, j'ai eu cette chute à Rosa qui a fait que voilà, j'ai raté la course qui suivait. J'ai tenté de prendre le départ à la dernière course avant Noël. Mais au final, j'avais encore trop de douleur pour vraiment faire quelque chose. Et voilà, l'année 2025 est partie sur de bons tempos avec les podiums à Reiteralm, en plus sur une piste que je affectionne pas particulièrement. Et à Vezona, j'avais d'une certaine manière toujours beaucoup d'attentes parce que voilà, c'est la Coupe du Monde pour moi la plus proche de chez moi, en Suisse romande. C'est quelque chose de rare dans le sport de haut niveau. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de donner mon meilleur, mais je sentais qu'il y avait un peu cette pression que j'ai eu un petit peu de peine à gérer, même après toutes ces années. C'est quelque chose de... Voilà, que... dans certaines manières, on arrive, mais dans d'autres, il y a juste simplement en fait les maillons qui se mettent pas tous ensemble. Et puis voilà, c'était une journée, entre guillemets, à oublier. Et après, faut réussir à tourner vite la page et se remettre dedans parce que les Coupes du Monde, elles s'enchaînent. Donc le lendemain, on en avait déjà une. Et
Et c'était un super événement. Tout à fait. Tu as parlé de cette blessure justement qui t'a un petit peu handicapé en fin d'année 2024. Maintenant, rassure-nous, tu es à 100%? Oui, physiquement, ça va super bien, vraiment. Donc ça, j'avais pas trop d'inquiétude là-dessus. Après, bah voilà, faut juste encore travailler sur cette confiance que j'essaye de rechercher pour que ça fasse la différence. Tu as également changé de marque de ski, tu l'as aussi évoqué cet été avec un retour aux sources chez Stöckli. C'était important de revenir sur quelque chose que tu connaissais. C'est quoi? C'est pour finir ta carrière en beauté finalement, avec des gens que tu connais, sur des skis que tu connais? Bon, ma carrière n'est pas finie encore, hein, donc Ah, on est d'accord, là il y a encore c'est très bien de nous rassurer, on est très content. non, ça fait 16 ans que je suis en Coupe du Monde, mais j'ai commencé et été au niveau très jeune, donc voilà. Mais non, c'était surtout en fait après les Jeux Olympiques, j'avais vraiment besoin d'un nouveau focus, vraiment de me concentrer sur autre chose. Après tout ce qui s'était passé aux Jeux Olympiques, ça a été pour moi très compliqué, ça l'est encore. Et voilà, d'avoir fait ces changements, ce changement de marque après les Jeux, ça a été très important pour moi. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment une super équipe. C'était très intéressant. On a fait énormément de développement. Et puis là, c'est vrai que je sentais un peu le besoin, exactement, de revenir aux sources, de retrouver ma petite famille suisse, si on veut. Et voilà, et je suis super contente. Au final, je sais sur quoi m'en tenir. Et surtout, voilà, c'est quelque chose où j'étais vraiment super motivée de pouvoir continuer voilà, où tout a commencé. Tu l'as aussi évoqué, tu restes très motivé, tu as encore des belles années devant toi dans ta carrière. Il y a plusieurs échéances, il y a des championnats du monde en Suisse pour commencer. Ce sera les premiers en Suisse pour toi. Tu as toujours été très solide dans les championnats du monde. Ça donne envie, pourquoi pas, d'aller chercher encore un podium, un 7e dans des championnats du monde au pays, à Saint-Moritz, dans quelques semaines. Oui, alors pour être honnête, j'y pense pas encore, j'y pense pas à 100% en ce moment. Je suis vraiment dans ma saison, dans mes Coupes du Monde. Je prends course après course. Mais c'est vrai que, voilà, on a ces championnats du monde, comme tu dis, dans une carrière de sportif, c'est quelque chose d'unique. Après, voilà, j'ai déjà des médailles de championnat du monde. Pour moi, c'est un peu du bonus, hein. Voilà, donc je veux dire, c'est un peu du bonus, mais c'est vrai que je suis une compétitrice avant tout. Donc, j'aimerais bien ramener encore une médaille. Ensuite, je sais que c'est en plus sur une piste, c'est une piste mythique, hein, en plus, c'est une piste de ski alpin à la base aussi, donc ça c'est aussi intéressant. Oui, intéressant. Alors malheureusement, elle n'est pas du tout intéressante pour moi, cette piste, parce que c'est la première fois, non mais c'est vrai, c'est la première fois en 16 ans où je vois qu'un parcours avantage autant un type de gabarit. J'ai jamais vu ça dans ma carrière de ski cross. Et là, on se l'est vraiment rendu compte durant le test event qu'on a eu l'année passée, notre Coupe du Monde à Saint-Moritz, qu'en fait, c'était vraiment un parcours qui avantageait énormément un type de gabarit et que normalement, dans notre sport, c'est assez fair-play avec les changements, la technique. Et donc, les très grands, les plus légers s'y retrouvent. Mais là, c'est vraiment un parcours pour les grands gabarits. Et donc, du coup, c'est pas ma catégorie, là. C'est pas grave, il y aura encore des Jeux Olympiques l'année suivante à Livigno. Et ça, peut-être que c'est aussi l'occasion d'aller chercher une 3e médaille. Et ça, ce serait quand même quelque chose d'assez incroyable, assez extraordinaire. Oui, alors moi, ce que je me réjouis surtout, c'est vraiment de revoir un peu des Jeux Olympiques près de chez nous. J'en ai vécu 4, je crois. Les premiers à Vancouver, ensuite la Russie, la Corée et la Chine. Et donc, pour moi, vraiment, là, ce qui sera le plus beau, c'est d'avoir des Jeux Olympiques près de la maison, où il y aura une énergie exceptionnelle niveau de l'entourage. Et bien sûr, ça sera l'objectif fort dans cette prochaine année, si on veut. On se réjouit en tout cas de te voir continuer à évoluer dans ce sport et à le faire évoluer parce que tu fais partie des grandes dames de ce sport et ça c'est aussi très très important. Allez, de notre côté, on se retrouve tout de suite avec Arnaud et avec Tanguy pour suivre un petit entretien avec ces deux personnalités.
Tanguy, Arnaud, c'est pas un hasard si on vous a invité les deux sur ce plateau. On sait que vous vous connaissez très bien, vous êtes des amis, vous êtes des collègues, vous êtes un petit peu tout ça à la fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre relation un petit peu sur la durée, depuis quand vous vous connaissez et puis comment vous avez appris à vous apprécier l'un l'autre? Je tiens quand même à préciser que c'est la première fois qu'on est sur le plateau ensemble. Hein. Et ça, c'est pas mal, ça, c'est un bel effort. Ouais, bah, je pense qu'avec Tanguy, on s'est connus surtout à Brigue, à l'école de sport, là. Et puis après, quand il est parti aux États-Unis, enfin, d'abord, on était au cadre C ensemble, on a été sélectionnés la même année, en fait. Ouais. Et puis après, quand il est parti aux États-Unis, on a bien gardé contact. Et puis après, malheureusement, je suis parti dans d'autres disciplines. Mais donc, on se voit moins, mais on garde toujours contact. Puis on se donne toujours des conseils parce que notre vie est quand même plus similaire qu'un métier normal, quoi. Ouais, c'est clair. On a toujours beaucoup échangé, de par notre proximité historique, mais aussi on a certains mêmes centres d'intérêt. Et puis, comme ça fait tellement d'années qu'on se connaît, il y a quand même beaucoup de confiance et voilà, dès qu'on a une petite question, un petit truc, on s'appelle, on va boire un verre et puis c'est vrai que c'est sympa d'avoir un bon collègue, même s'il est pas tous les jours. Peut-être qu'on s'entendrait moins bien si on était dans la même équipe, donc c'est peut-être mieux finalement. Vous parliez de cette rencontre ou bien de ce lien partagé à Brigue. Vous portez une attention particulière à vos études. Pourquoi avoir fait ce choix de garder une part d'études à côté du ski alpin et de votre métier actuel? Alors moi, c'était en fait ça a toujours été un bon équilibre pour moi. Et puis c'était important d'avoir un plan B solide à côté du ski parce que y a tout qui peut s'arrêter très vite, quoi. Et mais on l'a vu par exemple pour moi à Biver, voilà, la lumière s'éteint et puis après il y a quand même une vie après le ski. Et donc moi c'était important de construire un peu un matelas de sécurité. C'est pour ça que j'ai un petit peu suivi ce cursus, ouais. Ouais, moi c'était pareil. J'ai eu ma blessure à Grand Montana et puis ça m'a un peu refroidi sur mes chances de rentrer à Swiss-Ski, puis sur la suite des 5 années à Brigue, parce qu'une fois que la maturité en poche, il n'y a pas vraiment de marche à suivre sur comment continuer, si on a envie de continuer le ski. C'est très difficile en dehors de ce cadre de Brigue, en fait, de fonctionner avec indépendamment ou si on n'est pas à Swiss-Ski. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à explorer les alternatives. C'était pas tout de suite les États-Unis la solution, mais j'ai d'abord regardé en Suisse, donc à Saint-Gall, à l'EPFL à Lausanne, différentes universités, mais Arnaud l'a fait par après, mais moi qui suis un poil plus âgé, c'était encore très jeune comme structure, en fait, unidistance. Donc les solutions étaient, selon moi, pas à mon goût. Et puis ce côté exotique des États-Unis m'appelait. Ouais, ça t'a permis de grandir, ce passage à Dartmouth dans cette université incroyable, hein. J'ai eu l'occasion de la visiter. Les installations sont complètement folles là-bas. Alors peut-être pas totalement pour le ski, mais pour tout ce qui est sportif, pour tout ce qui est études, c'est fou. C'était un parcours où aussi il a fallu dépenser. Ça coûte cher, hein, des études aux États-Unis. Et d'avoir réussi à faire ça en parallèle du sport et en arriver où tu es maintenant, ça c'est quelque chose dont tu es fier? Oui, absolument. C'est quelque chose qui me donne beaucoup de joie en y repensant. Et c'était pas facile tous les jours, donc j'ai dû un peu aller à contre-courant des fois. Et il y a eu pas mal de doutes, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que tout s'est très bien passé relativement rapidement. Et puis c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui aussi. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu des hauts et des bas dans ma carrière de Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Et puis c'est tout ce que je souhaite à Arnaud. C'est pas parce qu'il y a une saison plus difficile, il faut pas non plus foncer la tête dans le guidon, se dire ça va aller. Non, il faut quand même aussi des fois se remettre en question, mais pas trop. Et c'est cet équilibre qui est, selon moi, le meilleur challenge dans la vie d'un sportif. Arnaud, toi, t'aurais jamais voulu aller étudier outre-Atlantique? Si, parce que moi j'avais 2 ans de décalage avec Tanguy. Du coup, quand il a commencé aux États-Unis, on avait beaucoup de contacts et c'est quelque chose qu'il me disait. D'ailleurs, j'avais rassemblé pas mal d'informations pour savoir si je pouvais y aller ou comme ça. Puis après, le truc, c'est que moi je me suis dirigé vers les disciplines de vitesse. Et puis, c'est vrai que le circuit nord-américain, c'est pas l'idéal pour la vitesse. Les meilleurs nord-américains ils viennent faire des Coupes d'Europe plutôt. Et puis du coup, voilà, ça l'a pas fait pour ça. Et puis
Et puis c'est comme ça quoi, chacun sa route, mais j'aurais bien aimé. Ouais. Vous avez les deux participé au circuit professionnel aussi américain, ça c'était aussi assez original. Ça change un peu, ça c'est aussi un truc intéressant de voir un peu comment ils voient le ski, comment ils apprécient le ski en Amérique du Nord un peu d'une autre manière avec ces courses parallèles et ce genre de choses. Ouais, c'est un peu plus la culture du show, quoi. Et puis, je pense que notre sport est spectaculaire et des fois, il est un petit peu mal rendu parce que voilà, la production est un petit peu vieillissante, disons ça comme ça. Et du coup, moi, j'aime bien comme ils le font aux États-Unis avec, c'est spectaculaire, c'est un show. Et puis c'est comme ça qu'on doit être mis en avant, quoi. Réussir ses études et dans le sport, il faut avoir un fort caractère, être déterminé. Est-ce que parfois, ça vous joue des tours ? Vous avez eu des mauvaises surprises d'avoir un fort caractère ou bien de ne pas vous entendre avec des collègues de chambre ou autre chose? Non. Bon, moi j'ai toujours pensé que les études, pour moi en tout cas, ça, c'était une manière de s'ouvrir, d'avoir des horizons, des perspectives plus larges. Et du coup, on a tendance à... Enfin, moi c'est beaucoup ce que j'ai aimé en tout cas sur la vie sur le campus, c'est d'être exposé à plein de gens de partout dans le monde, de différentes cultures, de différents horizons, et du coup ça permet aussi de respecter les différents de chacun. Donc c'est vrai que je vais pas m'énerver si j'ai un collègue de chambre, je sais pas, suisse-allemand qui dit des choses ou quoi. J'ai l'impression que ça, par rapport à mon caractère, ça a tendance plutôt à m'ancrer et puis à me dire qu'il y a d'autres choses dans la vie et il n'y a aussi pas que le ski. Tu parles des soucis avec certains collègues suisses-allemands potentiels. Ça, c'est un cliché. C'est un cliché, on est bien d'accord. On est tous ici totalement fans des Suisses-allemands, ça c'est sûr. Arnaud, toi, tu as quand même eu quelques soucis au début avec l'équipe de Suisse pour trouver ta place. Pour trouver ta place d'abord dans les compétitions, pour te faire retenir par les entraîneurs. Finalement, tout est bien qui finit bien, on est d'accord. Maintenant, vous arrivez à avoir une entente assez incroyable entre athlètes, avec les coachs. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pour que tu arrives à intégrer de la meilleure des manières cette équipe de Suisse de vitesse. Ouais, après, il n'y a jamais eu de problème humain ou quoi que ce soit avec les autres athlètes ou avec les entraîneurs. C'est juste que voilà, il y avait une densité, enfin il y a toujours une densité assez énorme et du coup il n'y avait pas de la place pour tout le monde et c'est le sport d'élite. Donc encore maintenant, ça pose des problèmes. Je veux dire, en Super G, quand les 8 athlètes au départ ils partent dans les 30, ça donne pas beaucoup de place pour les jeunes. Et puis là, pour les sélections pour Svalbard, ça va être un casse-tête aussi pour la descente parce que voilà, je veux dire, un Rogentin, un Kohler ou un Rushti, ils peuvent les trois faire dans les 10 quoi, et peut-être un petit peu mieux. Donc ça, c'est le sport d'élite et si j'ai décidé d'accepter les règles de ce jeu-là, voilà, je suis quand même contraint d'y participer et puis je suis très content. Je veux dire, je remets pas en question ce système. Tanguy, toi aussi, il y a eu des hauts et des bas avec l'équipe de Suisse de slalom. On est clairement dans un haut maintenant, on a l'impression que tout va bien et que vous avez réussi finalement à trouver une voie pour vous entendre parfaitement, surtout avec les entraîneurs avec qui n'ont pas forcément toujours été de ton avis pour certaines manières d'aborder certaines courses notamment. Ouais, c'est clair que dans l'équipe, cette densité dans laquelle Arnaud parle, on l'a aussi eu, on l'a en slalom, et du coup, c'est quelque chose qui nous tire vers le haut. Moi, je suis arrivé en Coupe du Monde, il y avait déjà quelque chose qui était là, tandis que ceux qui étaient déjà là, peut-être que quand eux ils sont arrivés en Coupe du Monde, ils devaient tout créer. Et donc ça, c'est un processus qui peut prendre du temps. Et on le voit aussi avec des athlètes d'autres nations où tout à coup ils ont même pas fait des points en Coupe du Monde et ils vont au championnat du monde et puis en fait on se bat pour la même place, mais juste parce qu'on est une autre nation, pour nous c'est beaucoup plus difficile. Mais par rapport à l'équipe et puis la plupart en slalom on est plus des romans et c'est clair que moi comme j'ai dit, je suis arrivé en Coupe du Monde, je savais pas trop je savais pas trop comment ça se passait et puis ça, on a dû apprendre à se connaître et puis maintenant comme tu l'as très bien dit, on arrive à avoir une bonne cohésion. Pour moi le voyage à Ushuaia donc en Amérique du Sud il est passé en un clin d'œil cet été donc l'été dernier passé et c'est passé en un clin d'œil parce que c'était vraiment une super période sur les skis et c'était aussi une bonne période en dehors des skis. Voilà, on habitait bien ensemble et puis il y a eu des bonnes
Ouais, pas des bonnes remises en question. Je pense que tout le monde s'est aussi un peu calmé par rapport à ce côté compétitif qu'on pouvait retrouver des fois pendant la saison de ski. Et tout le monde a vraiment appris, donc ça va vraiment dans la bonne direction. Et puis ça, c'est pas pour rien aussi que je pense que cette année ça marche aussi bien pour moi. C'est aussi grâce à ça. Vous avez tous les deux skié en vitesse et en technique étant plus jeune. Tanguy, à quel moment tu t'es dirigé vers le slalom? J'ai toujours eu plus de facilité en slalom, si je compare ça aux géants. C'est quelque chose je l'ai dit depuis très jeune, déjà à NLZ, je dis mais le slalom ça vient naturellement pour moi. Et le géant c'est un peu moins naturel, je sais pas pourquoi. Et après le choix de la vitesse, quand je me suis blessé, je crois que j'avais 16 ans à Crans-Montana. Et j'ai vu que il y a eu que la piste, quand ça tapait, j'essayais d'éviter les trous, du coup je me retrouvais dans la porte, puis je me suis dit mais en fait mes instincts ils sont pas faits pour faire la vitesse, et en plus j'ai pas ce côté, j'ai pas cette fibre casse-cou que certains ont, donc voilà, j'ai accepté mon sort, et ça collait bien aussi avec la perspective des États-Unis qui se focalisent plus sur les disciplines techniques. Et toi Arnaud, tu te débrouillais comment en slalom avant de choisir la vitesse? Moi je suis monté à Suski grâce au slalom, quoi. Quand j'ai fait mes critères pour le 4C en slalom et puis en géant, et puis ça a duré jusqu'au mondiaux junior. Mondiaux junior, je prenais le départ dans toutes les disciplines les 2 années où j'ai participé. Et puis après le problème c'est que j'avais presque les mêmes résultats, mais j'avais beaucoup moins d'entraînement en vitesse. Et puis depuis toujours quand même je voulais faire de la vitesse, mais on m'a plutôt freiné, à raison d'ailleurs, par rapport aux blessures et par rapport à l'expérience qu'il faut avoir. On m'avait dit il faut commencer par rapport à slalom et le géant, acquérir une bonne technique de base pour pouvoir performer après en vitesse en Coupe du Monde. Et après à un moment ça marchait plus très bien en slalom, j'ai été faire des courses de vitesse en Coupe d'Europe pour me vider la tête, et puis j'ai fait un top 10, et du coup on a continué dans cette direction, et puis je suis très heureux avec ça. Ouais, ça t'a amené sur le podium finalement. D'ailleurs, tu peux peut-être donner un petit conseil à Tanguy pour enfin qu'il y parvienne à monter sur cette boîte, non? Ouais, j'ai pas beaucoup de conseils à donner. Avec une manche, j'aurais déjà fait plein de podiums. Ouais, c'est vrai. C'est ça. On sait qu'il y a ces championnats du monde maintenant à Svalbard dans 2 ans. On sait tous où ils vont avoir lieu. Alors, t'en parlais, Tanguy. Mais c'est sûr que c'est à Crans-Montana? Ça, c'est un autre débat. C'est peut-être pas le bon soir pour le faire. Je sais pas. Vous avez peut-être des informations qui nous ont échappé. Non, on part du principe que ça a lieu à Crans-Montana, et on est à peu près convaincu que ce sera le cas. Tanguy, tu le disais, Crans-Montana, j'imagine que les souvenirs sont un peu contrastés parce qu'il y a eu cette grave blessure finalement c'était sur la nationale ou sur la Mont-Lachaud d'ailleurs, c'est une bonne question. C'est le trou d'Urnard. Alors le trou d'Urnard, c'est sur la Mont-Lachaud, donc voilà, simplement le trou d'Urnard, le fameux trou d'Urnard. Tu te réjouis quand même, vous réjouissez quand même tous les deux de ce potentiel rendez-vous dans 2 ans devant le public suisse? Absolument, c'est clair. Après, lui, il est valaisan, donc c'est encore plus spécial. Mais j'en garde pas une amertume spéciale de ça. Je dois pas faire la descente, donc je dois pas repasser par le même endroit, donc ça va, il n'y a pas de problème. Depuis, on s'est entraîné quelques fois sur le mur final. On a fait même le slalom nocturne, et c'est une piste que j'aime beaucoup, donc je me réjouis énormément. Arnaud, aussi, ce serait l'occasion d'enfin avoir cette occasion de participer à un grand rendez-vous devant un public en délire, et des chapeaux roses, des bobs roses partout dans l'air d'arrivée. Ouais, clairement. Déjà, les Coupes du Monde cette année, ce sera un avant-goût, des Coupes du Monde presque à la maison. C'est vraiment génial. Et puis voilà, ça tombe aussi bien en 2027. Pour moi, ce sera l'âge de la maturité un petit peu sur les disciplines de vitesse. Donc on va tout mettre en œuvre pour être au top dans 2 ans. Cette piste, on aura l'occasion d'en reparler ces prochaines semaines avec ces Coupes du Monde masculines. Cette piste de la nationale, c'est une piste qui peut te convenir, une piste exigeante, une piste longue. C'est une vraie piste de descendeur. Ouais, clairement. Mais je vous redis dans 2-3 jours, quand je l'aurai un petit peu essayé. Là, on va faire justement des tests. Et puis après, avec les Coupes d'Europe aussi, le but c'est de la skier de plus en plus, cette piste. Et malheureusement, les conditions météo n'ont pas rendu possible les entraînements au début janvier. Mais là, on va aller voir ce que ça donne. Mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air un très joli challenge. Et je me réjouis. Ça peut vraiment bien coller à mes qualités.
Allez, avant de passer au tac, je vous propose juste de nous livrer potentiellement une petite anecdote, si vous avez quelque chose qui vous vient en tête, que vous avez pu vivre entre vous deux. Je ne sais pas s'il y a eu un moment, une médaille à fêter, un moment incroyable à Brigue, un petit truc qui vous revient en tête comme ça. Notre voyage presque successful aux États-Unis à la fin de saison passée Pro Tour, ouais, pour aller faire du prize money en Pro Tour. Ouais, ça c'est vrai que c'est une bonne anecdote. Alors on explique les détails un peu. Oui, on veut, on attend que ça. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est toi qui as lancé l'idée? C'est moi qui ai lancé l'idée. Mais ça faisait longtemps qu'on voulait aller faire le Pro Tour. C'est vrai. Moi j'avais déjà fait le Pro Tour quand j'étais à l'Uni là-bas. Puis j'avais bien aimé, puis je lui avais dit, mais tu verras, c'est facile, tu fais sur le podium, t'es garanti de te faire 5, 6, 10 000 francs presque. Et moi c'était un peu plus compliqué financièrement la saison passée. Je dis bon bah vas-y, j'y vais en fin de saison, ça se présente bien. Du coup je t'ai appelé, je dis tu veux venir? Je sais que c'est pas de la descente, mais ça devrait le faire, il y a du géant, je lui dis. Puis moi je me suis dit oui, bah, avec mes qualités de slalom elles vont vite revenir, de toute façon ça fait pas si longtemps que ça. Donc on organise tout le voyage et tout, puis c'est quand même loin. On était à New Mexico, dans la station de Taos. Et on arrive là-bas. Bon, on a bien enchaîné, on a fait le vol et genre limite la première journée c'est qualification. Ouais. Donc première journée de qualification, puis qualification c'était en slalom je crois. Ouais. Puis du coup c'est le temps de qualification qui te dit ensuite avec qui tu vas être contre. D'accord. Tu fais tu skis ton niveau. Puis les deux on a été très mauvais déjà. C'était de la neige très molle, il y avait des juste la qualification. Mais moi pareil. Et du coup on était allé 30e et 31e. Et puis eux ils nous présentaient skieur de Coupe du Monde et tout. Là, ouais, bon. Moi je sortais d'un podium une semaine avant à Svalbard. Ouais c'est ça, full confiance. Et puis en fait puis après le lendemain moi je me suis retrouvé contre Sam Maes au premier tour, non? Ouais, puis après lui il a gagné. Ouais. J'ai perdu. J'ai perdu direct au premier tour. Lui pareil. Contre je sais plus qui. Moi c'était pas non plus une grosse tête. Mais c'était des gars de là-bas et ils ont l'habitude de skier sur la neige molle aussi entre autres. Et puis on s'est fait les 2 jours. Bon, la bonne nouvelle c'est que vous étiez plus vite à l'après-ski. Ouais, ça on a bien profité d'ailleurs. Du coup on a profité de ça. Ouais. Non, on était très fort. Très joli, très bon les après-ski au Nouveau-Mexique, ouais. Ouais, surtout quand il y a Jägermeister qui est sponsor de la manifestation. Ouais, ça... Non mais c'était sympa. Très bien. Merci pour cette anecdote. Absolument. On va finir cet entretien avec les questions du tac au tac. Est-ce que vous êtes prêts? Plutôt 80 ou 80? 80. Mais en Valais c'est 80. 80. Habiter en plaine ou en montagne? En montagne l'hiver. Montagne aussi. FC Sion ou Servette FC, pardon. Il joue demain, enfin ce soir pour l'émission. Derby du Rhône ce soir. Ouais, bah Servette, hein. Désolé. Moi Sion, je vais voir en plus. Wengen ou Kitzbühel? Celle-là elle est dure. Moi je dirais quand même Kitzbühel parce que Wengen j'ai des bons souvenirs mais gagner Kitzbühel voilà on est quand même des rockstars à Kitzbühel. Ouais. Et un slalom. Bah, juste parce qu'Arnaud a dit Kitzbühel, je dis Wengen. Ils n'auront pas été d'accord une seule fois. L'Europe ou l'Amérique du Nord? Alors ça 50-50 hein. Ah moi je suis quand même plus l'Europe parce que voilà l'Amérique du Nord à petite dose ça va mais 50-50. ouais non mais 2 semaines par année moi pas 50-50. Et puis l'après-carrière, plutôt consultant à la télé ou entraîneur de ski pour les jeunes? On doit dire pour l'autre ou Oui pour l'autre ouais. Je le verrais bien consultant à la télé. Ouais Morizot il m'a dit que c'était la belle vie. Il a bien vendu Il a bien vendu le poste ouais. Et toi Arnaud, Tanguy, tu le vois consultant? Tanguy, je sais pas si t'as vraiment la patience avec les jeunes. Hein. En méthodo, j'ai fait combien? Rappelle-toi. Ouais, là, bon, c'est vrai. Ça aurait pu être une autre anecdote, ça. Ouais aussi. C'est vrai. Non, mais t'aimes bien, t'as un œil critique, c'est dur de. Mais t'as pas besoin d'avoir un œil critique pour être consultant. Bah si, parce que tu vas dire il skie vite, il skie pas vite. Tu vas commenter quoi en direct. Ouais, non mais. Aucun des deux. Coach. Bon allez, on a encore une petite question de quelqu'un que vous connaissez bien, que je vous propose de découvrir. Salut les copains, j'espère que vous allez bien.
Dis-moi Arnaud, les algues de Majorque ont quel goût? C'est bon ou t'aimerais en remanger ou pas? Et Tanguy, toi qui étais aux States, le Dartmouth Pong, il y a une règle, non? Quand tu mets pas aucun verre, tu dois faire quelque chose. Je sais plus trop ce que c'est. Et tu le faisais souvent toi ou pas? Allez, ciao, skiez vite les gars. Merci. C'était donc Loïc Chable. Arnaud, explique-nous ces histoires d'algues à Majorque. Ouais, mais moi, disons que j'ai une passion pour les sports aquatiques, mais par contre, eux, ils m'aiment moins, quoi. Et du coup, je suis pas très bon, mais j'adore essayer. Et puis, bah, on a essayé le kite à Majorque, mais j'ai passé plus de temps sous l'eau que sur l'eau, alors à la base, c'est quand même le but de voler. Je remets en question mes capacités méthodologiques. Parce que le spot, ça allait pas du tout. Là, les conditions, ça allait pas du tout. Et il était pas prêt mentalement. Et toi, Tanguy, c'est quoi ces règles du beer pong à Dartmouth? Ouais, alors il faut savoir que le beer pong, ça a été inventé à l'Uni de Dartmouth dans les années fin des années 1800. Et en fait, c'est pas le beer pong comme on le connaît en Europe, donc où il faut jouer comme ça avec le bras. C'est vraiment du ping-pong, c'est un mélange de beer pong et de ping-pong que Arnaud a eu la chance de pratiquer aussi. Mais la règle, quand tu mets pas de verre en face, parce qu'il y a plusieurs verres que tu dois les remplir, si tu mets pas de verre, tu dois faire le tour de la fraternité à poil. Et ça t'est arrivé du coup? Pas loin. Mais ça m'est jamais arrivé. T'as gardé le caleçon, c'est ça? Ouais. Non, mais alors après il y a le silver tree, ils appellent ça. Donc golden tree, c'est quand t'en touches aucun, et là c'est la totale. Et non, si tu fais silver tree, c'est juste dans le basement que tu dois courir à poil. C'est comme si tu lâches le bout de pain dans la fondue, non? Presque. Bon bah messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite d'ores et déjà une bonne suite. Arnaud à Crans-Montana, Tanguy à Saalbach. On se réjouit de te découvrir sur cette piste des championnats du monde, sur nos écrans bien sûr. Et vous à la maison, n'oubliez pas de participer au jeu concours pour gagner des places pour la descente de Crans-Montana. D'ici le 15 février, envoyez-nous une vidéo d'une quinzaine de secondes de vous, où on vous voit interpréter vos plus beaux chants pour supporter les skieurs suisses. N'hésitez pas à vous déguiser pour augmenter vos chances de gagne. Les vidéos sont à envoyer à l'adresse mail qui s'affiche juste dessous, grégoricassa@lenouveliste.ch. Ouais, on se réjouit de voir ce que ça donne vraiment, parce que je pense qu'il va y avoir des belles choses. N'oubliez pas non plus la tournée en piste du Nouvelliste, c'est samedi à Loèche-les-Bains. Nous on se quitte avec la chanson que vous avez choisie pour finir cette émission en beauté et puis vivre une magnifique semaine sur la neige autrichienne. Allez, à tout bientôt. Ciao. Toute l'actualité du ski, chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo de Net+, Ski Valais et les banques Raiffeisen du Valais romand.